Aujourd'hui, nous allons voir 4 sources de revenus passives adaptées aux freelances, ainsi que les avantages et inconvénients de chacune d'entre elles. Je vous donnerai quelques astuces pour les mettre en place, ainsi qu'une erreur majeure que j'ai pu faire et qui m'a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Vous êtes sur le Lilian Alvarez Show. Avant de commencer, je vous invite, si vous êtes freelance, à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'à ma newsletter pour recevoir quotidiennement des conseils pour trouver des clients, se vendre et négocier. Bien sûr, si vous appréciez ce type de vidéos où je vous partage vraiment des conseils pratiques, je vous invite à exploser les pouces bleus. Ça m'aide au niveau de l'algorithme de YouTube et ça me fait plaisir et ça c'est plutôt cool. Quand on parle de revenus passifs, généralement on a cette image, vous savez, de gagner de l'argent pendant qu'on dort, de ne plus avoir besoin de travailler et de s'allonger au bord d'une plage. Alors ça, c'est la théorie. En pratique, on va d'abord investir du temps pour créer un produit, investir de l'argent et ensuite, peut-être, avec le temps, on va bénéficier de l'usufruit de ce travail. Bon, assez parlé, place à la première source de revenus passifs, l'apport d'affaires. L'idée ici, c'est de capitaliser sur les opportunités que vous allez capter en tant que freelance via vos stratégies d'acquisition pour les partager à d'autres indépendants moyennant une commission. Cela peut être une mission dans votre domaine de compétences d'expertise. Par exemple, moi je suis développeur d'applications mobiles, donc si je capte une mission alors que je suis déjà pris, eh bien, je peux la donner moyennant commission à un collègue. Ou alors des missions de type complémentaire. Si je reprends mon exemple, en tant que développeur d'applications iOS typiquement, eh bien généralement je vais travailler avec des designers, des développeurs Android, et à ce titre, il est probable que mes clients soient en recherche de ces profils-là. Donc il faut que dans mon réseau, j'entretienne des relations avec des designers, avec des développeurs Android, et que je discute régulièrement avec mon client pour comprendre ses besoins et le mettre en relation avec d'autres professionnels, donc que je vais recommander, et dans cet échange, je vais capter une commission. Donc ça, c'est une première possibilité. Maintenant, cela présuppose, comme je vous disais, d'avoir un bon réseau et surtout d'avoir confiance dans les professionnels que vous allez recommander. On ne veut pas recommander n'importe qui puisqu'on met notre réputation en jeu. Je vous invite, si le sujet de l'apport d'affaires, vous voulez le creuser, il y a un lien en description, c'est lilianalvarez/guide. J'ai fait un guide à ce propos, donc je vous invite à regarder le lien en description, lilianalvarez.com/guide, ainsi qu'une vidéo YouTube avec une autre personne qui s'appelle Ronan Jaffré, où on parle justement des tenants et des aboutissants de l'apport d'affaires, qui est beaucoup plus compliqué que ce qui n'y paraît. Je vous invite à la regarder si vous voulez creuser ce sujet-là. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois ce travail de mise en relation fait, vous pouvez capter tous les mois, finalement, un certain pourcentage de gain de la mission que va effectuer l'autre personne. Deuxième possibilité, c'est de créer un produit. Et c'est là que j'ai pu faire des erreurs qui m'ont coûté beaucoup d'argent, car j'ai passé du temps à travailler sur des produits qui n'ont pas ou peu rapporter d'argent. À savoir principalement dans mon cas des applications mobiles. Je vous mettrai une petite vidéo, un petit extrait d'un podcast que j'ai pu faire avec Anthony Huckmes où justement on parle de tous ces sujets-là, ça va vous faire bien marrer. Moi je lance des projets, j'appelle ma mère, je me dis « Maman, tu sais que tu parles au futur Bill Gates ?» Résultat, je lance le projet, en 2 semaines, je code ça super vite, etc. Je lance le truc, il n'y a personne qui achète. Du coup, je me dis « Écoute, à mon avis, il doit y avoir un bug dans le système de paiement. Apple doit avoir des soucis. » Tu vois, le mec, tu vois, qui est vraiment dans le déni le plus total. Du coup, qu'est-ce que je fais ? J'achète mon propre produit. Là, je réalise que je suis le seul à acheter mon propre produit, ce qui est quand même la loose ultime, tu vois. Et donc là, tu vois, tu as ce moment de désillusion qui est absolument terrible, où tu te dis, ok, déjà, il va falloir que je trouve un moyen de me rembourser moi-même pour éviter d'avoir à payer la commission d'Apple, tu vois, déjà. En termes de lose, tu vois, on est vraiment au sommet. Le problème, c'est que lorsqu'on travaille sur la création d'un produit, à moins de faire ça en parallèle le soir et les week-ends, on va pas travailler. Le temps qu'on va passer dessus, c'est du temps qu'on travaille pas pour un client, et donc dans lequel on n'a pas de rémunération. Donc c'est potentiellement un manque à gagner, surtout si le produit ne se vend pas. Mais le piège n'est pas là. Le piège, il est dans le biais de potentialité.
Le biais de potentialité, c'est un bug de notre cerveau qui nous amène à surestimer les gains futurs d'un projet. Que j'étais victime un petit peu d'un biais qu'on appelle le biais de potentialité. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce biais-là, mais je suis sûr que ça va te parler. Alors, l'expérience en fait qui a mis en avant ce biais, je vais te l'expliquer, c'est très simple. Ils ont pris des gens un petit peu au hasard. Ils leur ont dit, OK, à partir d'aujourd'hui, vous êtes un manager d'une équipe de NBA. OK. Et vous allez voir plein de profils passer et vous allez devoir dire un petit peu combien vous êtes prêt à payer pour chaque joueur. Ouais. Et là, tu as deux profils. Tu as le profil A, qui est un joueur de NBA qui, dans 5 ans, sera à la retraite et qui a des super stats. Et il demande aux gens combien vous êtes prêt à payer. Et à côté de ça, tu as un joueur B, un profil B, qui n'est pas encore en NBA, mais dont on prédit qu'il aura les mêmes statistiques à la même période que le joueur A. Donc c'est une projection. Et on dit, OK, à la même période, donc quand le joueur B sera aussi à 5 ans de la retraite, combien vous serez prêt à payer? Et ce que les gens ont remarqué, c'est que les gens étaient bien plus à même à payer cher le joueur B, donc qui n'a pas encore fait ses preuves, mais dont on prédit que le futur sera identique que le joueur A, plutôt que de payer cher le joueur A qui était déjà à ce niveau-là. Et ça met en avant un petit peu ce biais-là que lorsqu'il y a un avenir qui est un petit peu incertain, on a tendance à surévaluer ce qui va se passer. Et moi, je suis coupable, mais je suis la victime parfaite de ce biais, mais genre, je suis le number one, tu vois. Je pense que s'il y avait un royaume de biais de potentialité, c'est moi le king, tu vois. Maintenant, si vous décidez de créer un produit, voici quelques apprentissages que j'ai pu faire qui vont vous éviter de perdre beaucoup d'argent, comme j'ai pu le faire personnellement. À ce titre, je vais vous prendre un cas d'une participante de ma formation qui s'appelle Vi. Elle est graphiste et elle est en train de travailler sur un pack, un kit pour les freelances. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en description si vous souhaitez en savoir un peu plus sur son kit. C'est grosso modo des infographies, des bannières pour LinkedIn, des carousels, etc. pour se créer quelque part son univers graphique et avoir tous les outils qu'il faut pour commencer à publier du contenu de qualité. La première chose que je l'ai invitée à faire, c'est un post que je vais vous afficher à l'écran dès maintenant où elle parle de son projet et qu'elle va mesurer le niveau d'intérêt de sa communauté à l'idée d'acheter ce genre de produit. Donc elle a fait un post qui a super bien marché. Bravo à elle. Et suite à ce post, elle va probablement effectuer ce qu'on appelle un lancement inversé, c'est-à-dire qu'elle va rédiger une page de vente en décrivant le contenu de son kit, en offrant une réduction pour ceux qui l'achètent en pré-vente. Donc de cette manière-là, plutôt que de passer des semaines à travailler sur ce kit pour faire un truc absolument parfait, elle va commencer à le vendre, travailler peut-être un petit peu dessus pour mettre des photos et des impressions d'écran et tout ça pour que les gens puissent se projeter dans ce qu'ils vont acheter. Mais derrière, elle va commencer à le vendre avant même de l'avoir finalisé, de l'avoir créé. Donc de cette manière-là, on diminue l'investissement, on diminue le risque finalement de perdre du temps à travailler sur un projet qui ne va pas aboutir. Il faut absolument garder à l'esprit une chose, c'est que lorsqu'on crée un produit, la meilleure preuve d'intérêt, ce ne sont pas des compliments, ce ne sont pas des encouragements. C'est sympa, tout ça, mais ça ne veut absolument rien dire. Le vrai marqueur, c'est l'action. Et l'action qui ne ment pas, c'est lorsque les gens mettent leur carte bleue sur votre site internet et payent pour votre service. C'est tout. Troisième source de revenus passive, c'est l'investissement immobilier. Alors, je suis bien placé pour en parler puisque j'ai acheté une maison dans le sud de la France fin 2019. Je vais vous mettre quelques petites photos à l'écran et le lien du Instagram et du Airbnb si vous souhaitez le réserver en description de la vidéo. Et mon objectif était de faire donc de la location courte durée, comme je viens de vous le dire, Airbnb, Booking, etc. Pourquoi la courte durée? Car c'est généralement la plus rentable. Je dis bien généralement. Et donc, qui dit rentabilité dit cash flow positif. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai payé toutes les charges, à savoir impôts, crédits, etc., il me reste un petit peu d'argent dans la poche. Alors, je vous avoue qu'en 2020, avec la crise sanitaire, je n'ai pas du tout été rentable. Néanmoins, j'ai généré 4 306 € de loyer, avec un crédit qui s'élève à environ 780 € par mois. Donc, si vous voulez un bilan sur l'année 2021, dites-le moi en commentaire et je vous partagerai dans une prochaine vidéo les chiffres. Maintenant, j'ai plusieurs astuces à vous partager à propos de l'immobilier et quelques petits retours d'expérience. En théorie, c'est un excellent moyen de se constituer un patrimoine et c'est pas pour rien que c'est une des solutions pour préparer la retraite qui est la solution la préférée des Français.
Maintenant, c'est en pratique beaucoup plus difficile et il y a souvent des imprévus, surtout lorsqu'on est freelance. Parce que lorsqu'on est freelance, les banques sont généralement beaucoup plus frileuses à l'idée de nous prêter de l'argent. Donc il va falloir monter un sacré dossier pour convaincre la banque. J'ai eu la chance d'y parvenir avec moins de 2 bilans, mais en général, ils en demandent 3. Premier point, et c'est à prendre avec des pincettes parce que je ne connais pas votre situation personnelle, mais si vous vous lancez dans l'immobilier, gardez toujours de l'argent de côté pour gérer les imprévus. Il y en a toujours, des machines qui tombent en panne, des impôts qu'on n'a pas anticipés, etc., etc. Et du coup, il va falloir utiliser l'argent de la banque. Le deuxième point, c'est que pour la gestion locative, pour la conciergerie et Airbnb, vous avez des startups qui font ça très bien, telles que Hostinfly et Lucky, il y en a plein d'autres qui existent, et donc qui vont gérer finalement l'entrée et la sortie des gens, ainsi que le ménage, etc. Troisième point, le temps est la notion clé lorsqu'on parle d'investissement, parce que plus tôt vous y prendrez, plus tôt vous allez pouvoir commencer à rembourser le crédit, et plus vite vous posséderez le bien finalement une fois que vous avez remboursé l'entièreté du crédit. Quatrième point, faites appel à un courtier pour vous aider à négocier le taux du prêt. Généralement, ils ont des deals et personnellement, ça m'a bien réussi. Cinquième point, avoir des revenus réguliers et en croissance sur une durée de 3 ans va vous aider vraiment à convaincre les banques. Sixième point, je vous invite à vous intéresser sur tout ce qui est montage type SCI et LMNP. J'ai fait plein de vidéos sur la chaîne, je vous les mettrai en description. N'hésitez pas à regarder. Septième point, je vous invite à jeter un œil à ma formation sur l'immobilier où je partage absolument tous mes apprentissages. Je vous mettrai le lien en description, je vous invite à y jeter un œil. La quatrième source de revenus, ça va être l'investissement sur des marchés financiers. J'ai ouvert un PEA à titre personnel il y a maintenant un peu plus de 2 ans pour investir dans ce qu'on appelle des ETF. Alors un ETF, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement d'actions. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter un petit peu d'Apple, un petit peu d'Amazon, un petit peu de Google, je vais acheter une seule action qui va regrouper des parts de chacune de ces entreprises. Donc j'achète une action, un ETF qu'on appelle du SP500. Alors le SP500, c'est 500 grosses capitalisations boursières américaines, parmi lesquelles Apple, Google et Amazon que j'ai cité précédemment. Ainsi, quelque part, lorsqu'on investit dans un ETF, on diminue le risque de perdre son argent, puisqu'il faut savoir que lorsqu'on investit en bourse, on met en jeu son capital, donc on peut le perdre. Donc il faut être prudent là-dessus et ne pas miser de l'argent dont on risque d'avoir besoin dans les prochaines années. Je ne suis pas satisfait de mon explication par rapport aux ETF, donc je vais me permettre très rapidement de vous expliquer via une métaphore. Vous allez vraiment saisir la puissance de la chose. Imaginons la chose suivante. Vous souhaitez investir en immobilier, vous achetez une maison. Sauf que cette maison-là, il y a une catastrophe et elle est rasée. Vous perdez tout. Maintenant, si plutôt que d'acheter une maison, vous achetez 1% d'une centaine de maisons à travers la France, si même une dizaine de maisons sont détruites, il y a toujours les 90 autres qui sont toujours là et qui vont peut-être performer, certaines plus que d'autres. Mais en fait, le principe des ETF, c'est quoi? C'est d'avoir une performance moyenne. Comme dans le cadre de mes appartements, vous auriez la performance moyenne de 100 appartements, plutôt que d'en avoir qu'un seul. Donc vous diminuez le risque, parce qu'il est diversifié sur un panel de maisons, une centaine d'appartements. Historiquement, je vous ai parlé du S&P 500, qui sont ces 500 grosses sociétés cotées en bourse. Historiquement, il y a une performance donc sur une longue période qui est de 10%. Je crois que j'ai regardé jusqu'à 2019, évidemment je vous mettrai toutes les sources en description. Maintenant, si la performance du SP500 continue d'être à 10%, ce qui n'est absolument pas garanti, attention, puisque les performances passées ne prédisent pas des performances futures, eh bien, on va bénéficier sur une longue période de ce qu'on appelle les intérêts composés. C'est ce fameux effet boule de neige que je vais illustrer par 2 calculs très simples, parce qu'on a du mal généralement à se projeter là-dessus. Si vous investissez 100 € par mois pendant 40 ans, vous aurez investi un peu moins de 50 000 € si mes calculs sont bons. Et au moment de la retraite, donc c'est après 40 ans d'investissement, vous vous retrouverez potentiellement avec 550 000 €, à condition que ça performe évidemment à 10%. Maintenant, si au lieu de mettre 100, vous mettez 1000 € par mois pendant 40 ans, vous aurez investi environ 480 000 € et vous aurez au bout de ces 40 ans 5,5 millions. Évidemment, tout ça c'est du
conditionnel. Je vais vous faire un petit message de prévention. Cette vidéo ne constitue pas un conseil d'investissement. Vous êtes seul responsable de déterminer si un investissement vous convient ou pas. Je vous partage juste mon expérience personnelle sur le sujet. Sachez aussi qu'un investissement dans un ETF met en jeu votre capital et potentiellement, vous pouvez tout perdre. Ce qui est intéressant avec un ETF type SP500, c'est que aujourd'hui, vous avez plein de fonds d'investissement, donc ce sont ces fameux professionnels qui sont payés pour investir votre argent. Et ces professionnels-là, vous allez les rémunérer avec un pourcentage de votre capital finalement que vous allez investir. Le problème, c'est que quand on regarde les études qui ont été faites, notamment aux États-Unis sur le sujet, on se rend compte que, je crois, 90 à 96% des fonds d'investissement ne parviennent pas à avoir un taux de rentabilité qui est supérieur au S&P 500 sur une période de 10 ans. C'est-à-dire que des professionnels, écoutez bien ça, parce que des professionnels dont c'est le métier d'investir, ne parviennent pas sur une période de 10 ans à battre ce qu'on appelle le marché, puisque le SP500, quelque part, c'est un index finalement qui va mesurer la performance globale du marché. Donc c'est quelque chose qui fait réfléchir, puisque lorsque vous allez avoir des conseillers en face de vous, challengez-les par rapport à ce genre de choses, puisque la plupart d'entre eux, l'écrasante majorité d'entre eux, ne va pas battre le marché, ce qui est, je trouve, assez décevant finalement. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à exploser les pouces bleus en bas de la vidéo, à vous abonner, que ce soit à la chaîne ou à ma newsletter pour recevoir régulièrement des conseils sur votre activité de freelance, à me suivre sur Instagram, et bien entendu, si ça fait un petit moment que vous me suivez, s'il vous plaît, je vous invite à regarder ma page de formation où je propose un accompagnement pour les freelances, des formations en ligne en libre accès que vous allez pouvoir acheter et consommer à votre gré, à votre guise, notamment celle en immobilier. Je mettrai peut-être, elle est en promotion, je ne sais pas à quelle date vous verrez cette vidéo, mais peut-être qu'elle sera encore, donc je vous invite à y jeter un œil. Et troisième point, je vends aussi quelques e-books, notamment pour trouver des clients, pour tous les aspects d'acquisition client, donc je vous invite à y jeter un œil aussi. En attendant, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ciao.